Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur un carrefour à sens giratoire et on souhaite quitter le carrefour et tourner à droite. Alors, cependant, si vous remarquez bien, il y a un cycliste sur une voie vélo. La voie vélo est une voie réservée. Et cette voie est réservée aux vélos, pas aux voitures. Donc si on doit couper une voie réservée, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'usager dans cette voie. S'il y a un usager dans cette voie, il a alors la priorité. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Question numéro 2. Dans cette situation, je suis. Réponse A. Dans une issue de secours. Réponse B. Dans une niche de sécurité. Alors, question très intéressante parce que dans la plupart des cas, vous avez très peu d'informations sur ce qu'il y a dans un tunnel. Alors, il faut savoir, c'est que quand on est dans un tunnel, il peut se passer plein de choses. Notre voiture, elle peut tomber en panne. Il peut aussi y avoir, je sais pas, un voyant rouge qui s'allume. Il peut y avoir aussi, votre voiture peut prendre feu, par exemple. Ou peut avoir un dégagement de fumée. Et dans ce cas-là, il va falloir s'arrêter dans un endroit qui est consacré. Alors pour ça, vous allez voir, vous allez avoir ce qu'on appelle des niches de sécurité. Ces niches de sécurité, elles seront indiquées par ces panneaux-là. Donc c'est les panneaux d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une niche de sécurité ? En général, il y a deux choses. Vous avez des extincteurs et vous avez un poste d'appel. Attention, c'est pas un poste téléphonique, c'est pas une cabine téléphonique, c'est un poste d'appel d'urgence. Hein. Donc lorsque vous décrochez le téléphone, vous êtes directement mis en relation avec un agent de sécurité. Alors, ne pas confondre niche de sécurité et issue de secours. Une niche de sécurité, c'est une niche. Il n'y a pas d'issue de secours dans la niche. Une issue de secours, en fait, elle vous permet de sortir du tunnel. Donc à l'intérieur de l'issue de secours, il n'y aura pas de poste, il n'y aura pas d'extincteur. Hein, ce sera des tunnels qui vous amèneront à l'extérieur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si tu remarques bien, hein, déjà la signalisation horizontale, donc c'est-à-dire la signalisation qu'il y a au sol. On voit bien qu'on est sur une voie de bus. Hein. Il y a marqué bus sur notre voie, et en plus on voit qu'elle est délimitée par une ligne blanche épaisse discontinue. En plus, on a la signalisation verticale, hein, ce panneau qui est
ce panneau qui indique une voie de bus. Donc ici, est-ce que je suis bien placé? Ben non, je ne suis pas du tout sur ma voie. Est-ce que je change de voie immédiatement? Eh bien non. Pourquoi est-ce que je change pas de voie immédiatement? Ben, regardez le rétroviseur gauche ici. On a un camion qui est juste derrière nous sur cette voie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la voie soit libre pour pouvoir s'insérer sur la voie de gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 4. La voiture bleue est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors, je vous incite fortement à aller dans la formation pour savoir quels sont ces 4 stationnements interdits et leur signification. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ici, la voiture bleue est garée sur un trottoir. Donc, se garer sur un trottoir constitue donc une infraction de stationnement très gênant. Donc ça, c'est 135 euros, 135 euros d'amende. Donc ça, c'est une infraction de classe 4. Également, donc certes, il est garé sur un trottoir, donc stationnement très gênant. Mais en plus de ça, regardez bien, il y a un passage piéton. Et sachez qu'il est interdit de se garer à moins de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça constitue également un stationnement très gênant. C'est-à-dire que là, si un policier veut verbaliser, il va pas seulement verbaliser pour le fait que vous soyez dans un trottoir. Il va également verbaliser pour le fait que vous soyez 5 mètres avant un passage piéton. Donc là, c'est 2 amendes de 135 euros. 2 amendes. Donc ici, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. Hein. La voiture bleue est très mal garée. Question numéro 5. Dans cette situation, réponse A, je dépasse le véhicule. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je laisse un intervalle de 1 mètre. Réponse D, je m'arrête. Alors ici, à notre droite, on a donc un véhicule de la Poste qui s'est arrêté à cheval sur le trottoir et la route. Il n'y a personne devant le feu rouge et personne qui arrive en sens inverse. Donc ici, il n'y a aucune raison de s'arrêter et il n'y a également aucune raison de klaxonner car on est en agglomération et il n'y a aucun danger imminent. Donc ce que je fais, c'est que je dépasse le véhicule en laissant bien sûr un intervalle de 1 mètre entre moi et le véhicule, car on est en agglomération. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 6. Dans cette situation, réponse A, je maintiens ma vitesse. Réponse B, je ralentis et mets le pied devant le frein.
Alors ici, on voit bien que les conditions climatiques sont défavorables. Donc il pleut. Cela va entraîner une augmentation de la distance d'arrêt. Donc, je ne maintiens pas ma vitesse, je ralentis et je mets le pied devant le frein au cas où le feu passerait au rouge. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. La fatigue allonge le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le temps de réaction pour un être humain en état normal est de 1 seconde. Ce temps de réaction peut augmenter selon plusieurs facteurs. Par exemple, la prise d'alcool, la prise de médicaments, la prise de stupéfiants, mais également un état de fatigue prononcé va rallonger le temps de réaction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette commande, il n'y a que le conducteur qui l'a au niveau de sa portière. Si vous regardez bien, tout en bas, il y a un bouton. Ce bouton, c'est le verrouillage des vitres de toute la voiture. C'est-à-dire que lorsque c'est activé, lorsque vous appuyez dessus, il n'y a que vous qui puissiez lever ou descendre une vitre. Alors, juste au-dessus, vous voyez, il y a 4 boutons avec des vitres. Ça, c'est les commandes de chaque vitre du véhicule. En bas pour les vitres arrière, en haut pour les vitres avant. Et puis, tout au-dessus, vous voyez, il y a d'autres boutons. Ces boutons-là, ils sont réservés au réglage des rétroviseurs extérieurs. Alors, sachez que chaque modèle de voiture a des commandes différentes. Donc, les commandes diffèrent d'un modèle de voiture à l'autre. Comment ça fonctionne le réglage des rétroviseurs ? Par exemple, sur cette commande, il faut juste tirer le loquet à droite pour régler le rétroviseur de droite. Et ensuite, appuyer sur les boutons flèche vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas pour régler le rétroviseur. Ensuite, si tu veux régler le rétroviseur de gauche, tu dois pousser le loquet à gauche et ensuite régler le rétroviseur. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, on va se remettre la vidéo, on comprendra un peu mieux. Alors, si vous regardez bien, donc là, on est sur autoroute. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une sortie. Et regardez, juste là, on a un panneau 90 et là, un panneau 70.
Seulement, lorsqu'on regarde notre compteur, bah, là on voit qu'on est, on est à 102 km/h. Donc on est 30 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée sur la voie de décélération pour prendre la sortie. Donc là effectivement, je ralentis fortement. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Un véhicule en stationnement peut masquer la présence d'un enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis pour anticiper le danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, les enfants donc, sont généralement de petite taille. Donc, ils sont vraiment très difficiles donc, à percevoir lorsque tu conduiras. Alors, bien évidemment, lorsque tu t'approcheras donc d'un passage piéton, tu devras également ralentir justement pour anticiper le danger au cas où un enfant serait devant un véhicule et donc masqué par ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 11. Je sors du véhicule. Je vérifie mon angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ouvre la portière avec la main droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors bien sûr, avant d'ouvrir la portière, il faut toujours vérifier son angle mort. Il peut y avoir un véhicule dans votre angle mort et si vous ouvrez la portière alors qu'il y a un véhicule par exemple en mouvement, bah ça fera un accident. Ensuite, un peu plus compliqué, j'ouvre la portière avec la main droite. Alors effectivement, il est plus pertinent d'ouvrir la portière avec la main droite parce qu'en fait ça vous permet tout simplement de pivoter le corps et donc de vérifier votre angle mort. Si vous ouvrez votre portière avec la main gauche, vous avez tendance à regarder devant vous. Parfois même, vous l'ouvrez en regardant à droite. Alors que là, en l'ouvrant avec la main droite, vous êtes obligé de pivoter votre corps vers la gauche. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses A et C. Question numéro 12. Je suis sur autoroute. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a un camion orange. Alors, ce camion orange, c'est un camion que tu vas voir souvent quand tu vas avoir ton permis de conduire. C'est donc les camions de la DIR. Donc la DIR, c'est la direction interdépartementale des routes. Donc c'est l'entreprise qui s'occupe donc de l'entretien et de la maintenance des routes. Donc ici, effectivement, c'est un camion qui est en activité, qui a allumé ses gyrophares. Vous voyez, il y a marqué patrouille. Donc, on va ralentir. Là, on peut voir sur le compteur qu'on roule à 98 km/h, soit 30 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc, on peut dire qu'on a ici une allure adaptée à la situation. Donc là, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 13. Je cède la priorité au véhicule à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ici, on a deux choses. Regarde. Déjà, devant nous, on a un véhicule à notre droite qui veut rejoindre la chaussée. Et derrière nous, regarde le rétroviseur, il y a une moto qui est quand même assez proche de nous. Alors, est-ce que je cède la priorité au véhicule à droite? Eh ben non, je ne cède pas la priorité au véhicule à droite, car il sort d'une voie privée. Hein? Regardez, c'est un parking, et en plus de ça, regardez le trottoir. Qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un bateau. Hein? Ça veut dire que c'est un trottoir, c'est une voie privée. Ce n'est pas une rue. Hein? C'est un bateau. Hein? Alors, on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau de profil, tout simplement. Alors, j'ai quand même un danger parce que le conducteur de ce véhicule, il n'a pas l'air de nous avoir vus, en fait. Donc j'ai quand même un danger devant moi. Hein, j'ai un danger devant moi. Je ne sais pas si ce conducteur va griller la priorité. Donc pour prévenir la moto derrière moi, je vais faire des appels de feu stop. Qu'est-ce que ça veut dire des appels de feu stop? Ben, je vais appuyer sur mon frein à plusieurs reprises pour allumer les feux stop à l'arrière de mon véhicule afin de prévenir la moto derrière moi d'un danger. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je rétrograde. Réponse C, je reste sur ma voie. Alors ici, on est sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Actuellement, je roule à 66 km/h. Alors, il n'y a aucune raison de rétrograder parce qu'on voit le véhicule noir devant nous aller même plus vite que nous, s'éloigner. Il n'y a aucune raison d'accélérer parce que là, je me fais dépasser par la gauche. Et en plus, je viens tout juste de m'insérer sur la route. Donc pour l'instant, je reste sur ma voie et je maintiens ma vitesse. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 15. La zone d'incertitude des enfants est la même que celle des adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on va juste définir ce que c'est qu'une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est totalement une zone dans
dans laquelle est définie la probabilité de présence d'un usager. Donc, selon les usagers, la zone d'incertitude sera différente. Par exemple, vous voyez un chien en numéro 4. Vous voyez qu'un chien, il aura une probabilité de présence très grande. Vous voyez, c'est un grand cercle. Alors qu'un individu âgé, le numéro 2, il aura une probabilité de présence très faible. Un petit ovale. Un enfant, au numéro 1, qui joue avec un ballon, il aura aussi une probabilité de présence, une zone d'incertitude très grande. Donc voilà. Bien sûr, les différents usagers auront une zone d'incertitude différente. En général, celle d'un enfant est largement plus grande que celle d'un adulte ou d'un individu âgé. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 16. De jour, les motos sont dans l'obligation de rouler avec les feux. Réponse A, de croisement. Réponse B, de route. Réponse C, de position. Alors, les deux roues motorisées sont dans l'obligation de rouler avec les feux de croisement de jour afin d'être mieux vus par les automobilistes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, n'oublie pas les documents obligatoires à bord d'un véhicule. Alors, c'est quoi ? C'est tout d'abord ton permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, communément, et la preuve du contrôle technique. Alors, beaucoup de personnes me parlent de l'assurance. Alors, est-ce que l'assurance est obligatoire ? Bien sûr qu'elle est obligatoire. C'est la loi et le code des assurances. Par contre, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve d'assurance dans son véhicule. Les forces de l'ordre ont désormais un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés, dans lequel ils peuvent vérifier avec votre carte grise si vous êtes assuré ou non. C'est pareil pour le contrôle technique. Est-ce que le contrôle technique est obligatoire ? Bien sûr qu'il est obligatoire. Cependant, vous n'êtes pas obligé de fournir le contrôle technique lors d'un contrôle. Il faut seulement avoir une preuve du contrôle technique. Donc ici, est-ce que tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule ? La réponse est non. C'est la réponse B. Question numéro 18. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand tu regardes la voie de gauche, tu vois très bien que c'est une voie réservée, parce qu'on a des lignes discontinues épaisses, d'accord ? C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à l'intersection, comme le montre le marquage au sol. Donc c'est pas une voie pour dépasser, d'accord ? C'est une voie pour tourner à gauche. Donc, ici, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est réglementaire, eh bien, on regarde les lignes de rive. Alors, comme toujours, hein, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive à droite. Pour qu'elles soient respectées, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous, donc la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Dans cette situation, réponse A, je change de voie immédiatement. Réponse B, je freine brusquement. Réponse C, je me prépare à changer de voie. Alors ici, comme tu le vois, au loin, on a un véhicule d'intérêt général qui nous oblige, il y a un panneau d'obligation, à prendre la voie de gauche. Cependant, comme tu peux le voir, il y a des véhicules sur ma gauche, et surtout, il y a un véhicule qui est en train de me doubler, comme on peut le voir dans le rétroviseur gauche. Donc surtout, je ne freine pas brusquement, cela n'a aucune utilité. Je ne change pas de voie immédiatement. Je me prépare à changer de voie. La bonne réponse ici est la réponse C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Dans cette aire de repos se trouvera réponse A, un débit de boisson. Réponse B, un hôtel. Réponse C, un restaurant. Réponse D, un camping pour caravane. Alors, comme le montre la signalisation, dans cette aire de repos, on trouvera quoi ? On trouvera un débit de boisson, on trouvera un hôtel, on trouvera un restaurant. Par contre, aucun panneau de service concernant un camping pour caravane. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 22. En état de somnolence, le risque d'accident est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 9 à 10. La fatigue est responsable d'un tiers des accidents de la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, c'est une question vraiment de cours, donc vous retrouverez ce document dans la formation, un document que je vous partage. Donc effectivement, le risque d'avoir un accident en état de somnolence est multiplié par 3 ou 4. Et il faut savoir aussi que la fatigue est un facteur d'accidentologie assez important car elle représente un tiers des facteurs d'accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 23. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je maintiens l'allure. Réponse D, je place le pied devant le frein.
Alors, dans cette situation, regardez bien, on est à peu près à 50 mètres d'un feu qui est vert. Dans ce cas-là, vous savez que le feu peut passer au rouge à tout moment. Hein, le feu peut passer au rouge à tout moment, et s'il passe au rouge, eh ben, il va falloir s'arrêter au feu rouge. Donc, pour anticiper, qu'est-ce que je fais à l'approche d'un feu qui est vert? Je ralentis et je place mon pied devant le frein. En aucun cas, j'accélère à l'arrivée d'un feu rouge, ou même je maintiens l'allure. Je ne maintiens pas mon allure. Je ralentis un tout petit peu et je place le pied devant le frein au cas où si le feu passe au rouge. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 24. En période probatoire, j'ai commis une infraction de classe 4 avec retrait de 3 points. Réponse A. Je dois réaliser un stage obligatoire. Réponse B. Je dois juste payer mon amende. Réponse C. Je recevrai une lettre 48N. Alors pour toutes les personnes en permis probatoire, vous recevrez en fait une lettre 48N qui vous préviendra de l'obligation de réaliser un stage obligatoire sous les 4 mois. Sachant que une fois le stage réalisé, vous serez remboursé de votre amende. Si vous n'effectuez pas le stage dans les 4 mois, donc vous devrez donc payer votre contravention de 135 € et vous risquez en plus de ça une suspension de permis. Donc la bonne réponse ici sont les réponses A et C. Question numéro 25. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique, donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois effectuer le contrôle technique. Réponse A, tous les 2 ans. Réponse B, tous les 3 ans. Réponse C, tous les 4 ans. Alors là, tu vois, encore une fois, c'est une question de cours. Donc, si tu as faux à cette question, je t'encourage fortement, mais fortement, à te former. On a une plateforme pédagogique en ligne spécialement dédiée au passage du code. Et en plus, on a fait en sorte que tous les budgets puissent
puisse subvenir à cette formation. Donc on a des formations qui commencent à 9,90 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc je te conseille de te former, surtout si tu t'étais trompé à cette question, parce que c'est une question de cours basique. Voilà. Donc ici, le véhicule a plus de 4 ans, donc le contrôle technique, c'est tous les 2 ans. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 27. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. Je peux dépasser ce cycliste en chevauchant la ligne blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En franchissant la ligne blanche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois, on a un cycliste devant nous et on est sur une route où il y a une ligne blanche, donc la double sens de circulation. Alors, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Oui, je peux dépasser ce cycliste à une condition. La condition, c'est de chevaucher la ligne blanche. Alors, c'est quoi la différence entre chevaucher une ligne blanche et franchir une ligne blanche? Alors, il est autorisé de dépasser ce cycliste si tu chevauches la ligne blanche. C'est-à-dire, si il y a seulement 2 roues à l'extérieur de la ligne et 2 roues à l'intérieur de la ligne. Si tu franchis la ligne blanche, c'est-à-dire si tes 4 roues sont à l'extérieur de la ligne, alors tu es en infraction. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 29. Le siège enfant est bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, c'est une question de cours, hein. Une notion basique. Alors, effectivement, on peut placer un siège enfant sur le siège passager avant, comme ici, à 2 conditions. À condition que le siège soit dos à la route et d'avoir désactivé l'airbag passager. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 30. La distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement A doit être inférieure à 1,6 mm. B doit être supérieure à 1,6 mm.
Alors, sachez qu'avec la nouvelle réforme, donc le code a pris une autre ampleur, et vous avez énormément de questions sur les équipements. Donc sur le thème pédagogique, les équipements. Ça peut être les roues, ça peut être le moteur, ça peut être la carrosserie, ça peut être les freins, peu importe les équipements. Donc il faut vraiment être rompu à tous les équipements d'une voiture, notamment les roues. Beaucoup de questions sur les roues et les bandes pneumatiques. Donc ici, la distance entre l'indicateur d'usure et la bande de roulement doit être supérieure à 1,6 mm. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire? Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a deux choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle ne peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison, c'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse. D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire? Elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Dans cette rue, le stationnement s'effectue toujours du même côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Toujours dans le sens de circulation, sauf les jours pairs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau t'indique qu'il est interdit de stationner du côté où le panneau est implanté du 16 au 31 du mois. Par contre, que l'on soit un jour pair ou impair, le stationnement s'effectue toujours dans le sens de circulation. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé,
Pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. L'utilisation du téléphone au volant est responsable de réponse A, 10% des accidents, réponse B, 30% des accidents. Est puni par un retrait de réponse C, 3 points, réponse D, 4 points. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, l'utilisation du téléphone est responsable de 10% des accidents de la route. Également, l'usage du téléphone au volant, c'est une infraction de classe 4. Et vous encourez donc un retrait de 3 points et 135 € d'amende. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 34. Cette signalisation indique réponse A, une ZFE, réponse B, une zone interdite à tous les véhicules, réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques, réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu ne le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, ce panneau-là que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce panneau ? Sauf catégorie. Et puis bon, là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau ? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation ? Ça veut dire que dans cette zone, donc
après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette, critère 1, 2, 3 et véhicule vert. C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 35. Hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient réponse A, jaune, réponse B, vert, réponse C, bleu, réponse D, rouge. Alors, sur un éthylotest, donc, il y a un tube rempli de cristaux qui vont changer de couleur si vous avez bu de l'alcool ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthylotest est constitué d'un repère. Ce repère, c'est un trait qui est au milieu et qui correspond à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc, si les cristaux deviennent verts et dépassent le repère, c'est que votre alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts mais qui sont en dessous du repère, c'est que votre alcoolémie est inférieure à 0,5 g par litre de sang. Cependant, vous savez bien que pour un probatoire, la limite contraventionnelle est de 0,2 g par litre de sang. Donc si vous êtes en probatoire et que les cristaux deviennent verts, même s'ils sont en dessous du trait de repère, alors vous êtes en infraction également. Donc ici, hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient vert. La bonne question ici est la réponse B. Question numéro 36. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté impair de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ce panneau indique une interdiction de se garer du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, comme tu peux le voir, on est sur la voie de gauche, avec en plus de ça, un marquage au sol qui indique une flèche vers la gauche, qui nous indique donc que on est sur la voie pour tourner à gauche. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je suis contrôlé positif aux stupéfiants. J'encours. Réponse A, un retrait de 6 points. Réponse B, un retrait de 8 points. Réponse C, jusqu'à 3 ans de prison. Réponse D, jusqu'à 2 ans de prison. Alors, comme le montre le document que tu retrouveras donc dans la formation, en cas de contrôle positif aux stupéfiants, ça peut être du cannabis, ça peut être de la cocaïne,
bon, tu peux aller dans l'information et où je classe en fait toutes les substances stupéfiantes. Contrôlé positif aux stupéfiants, donc tu encours 6 points de retrait en moins et jusqu'à 2 ans de prison. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je circule sur une route A. Nationale, B. Départementale, C. Métropolitaine. Alors encore une fois, ça c'est des questions purement de cours. Au-dessus des panneaux de direction, vous avez des cartouches.
Donc vous avez par exemple des cartouches qui ont des lettres et des couleurs différentes. Par exemple, ici, vous voyez, A10, ça c'est pour le réseau autoroutier. N137, c'est pour les routes nationales. Et D191, c'est pour les routes départementales. Alors nous ici, au-dessus du panneau donc, de direction, on a le M. M, ça veut dire route métropolitaine. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Question numéro 40. Je peux conduire dans tous les pays de l'Union européenne avec réponse A, mon permis probatoire, réponse B, ma déclaration de perte du permis de conduire. Alors sachez qu'il est interdit de circuler en Union européenne seulement avec votre déclaration de perte du permis de conduire. Par contre, vous pouvez rouler avec votre permis probatoire. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.